suis franco-ontarienne. En fait, je suis née dans la basse ville d'Ottawa, le fief des Franco-Ontariens. En fait, je suis née au 293 rue Clarence. C'est pas tellement loin du marché Bail, au sein d'une petite communauté tricotée vraiment serrée. Il y avait comme une joie de vivre, on avait une véritable vie de quartier. Tu sais, les gens s'assoyaient sur les balcons le soir, les gens prenaient des marches, tout le monde se parlait. Les enfants jouaient ici sur le trottoir la plupart du temps, dans la cour aussi, parce que les cours étaient communicantes, donc on avait des immenses cours. C'était en garnotte, là, donc des éraflures sur les genoux, on en avait en quantité. Puis le plaisir des enfants, c'était de faire le tour du bloc, plusieurs fois par jour, parce que en faisant le tour du bloc, on courait la chance de trouver des bouteilles vides. Et ça, c'était comme une grande joie là, quand on trouvait une bouteille vide. On s'empressait d'aller au dépanneur. On avait le choix, il y en avait trois, il y en avait à tous les coins de rue. Puis on allait acheter des bonbons. Puis évidemment, la variété des bonbons variait d'un dépanneur à l'autre. Donc, on avait certaines préférences. Puis on revenait avec notre petit sac de bonbons, on s'assoyait sur les balcons, là, sur les galeries, puis on dégustait nos bonbons. Puis on vivait dans l'insouciance de l'enfance. Ça me fait drôle aujourd'hui de repenser à ça puis de te parler de mon enfance en te racontant de si beaux souvenirs. Puis c'est sincère, c'est vraiment ça que j'ai comme souvenir de mon enfance. Comment était-ce possible que j'ai pu grandir aussi heureuse alors que se tramait un véritable drame dans ma communauté et puis qu'enfant, on n'en était pas plus conscient que ça. Pourtant, maintenant, avec du recul puis que je réfléchis, j'ai ces souvenirs qui me reviennent où je vois que ma mère pleure, que ma grand-mère pleure, que les gens s'activent autour de moi, puis qu'on parle de choses que je comprends pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1966, donc 2 années après ma naissance, la Ville d'Ottawa a entrepris le plus grand projet de revitalisation jamais entrepris au Canada. Le précepte de base de ce projet-là, c'était de moderniser et éliminer l'insalubrité de ma communauté. C'est une petite communauté francophone tissée serrée, là, des familles qui étaient ici de génération en génération. Donc, soudainement, ces familles-là ont vécu sous la menace de l'expropriation. Et là, la peur de perdre nos églises, nos écoles, nos institutions. Et là, encore plus, on allait perdre nos maisons et on devait aller ailleurs. Mais pour aller où? On a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Dès les premières fois qu'on a commencé à entendre là, les menaces d'expropriation, étrangement, la communauté de la Basse-Ville n'a même pas réagi. Je pense que les gens étaient sous le choc. Étaient sous le choc de la nouvelle, puis quelque part en se disant, ben voyons donc, ça se peut pas, on ne peut pas faire une chose pareille. Il y a finalement eu une mobilisation grâce à un groupuscule de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là s'appelait le Comité du réveil de la Basse-Ville. Comme si on avait besoin de les secouer, comme si on avait besoin de les brasser pour leur dire « Hey, réveillez-vous ». Et je pense que les gens étaient incapables. Moi, j'ai vu ma mère, je suis émotive quand je le dis, là, parce que vraiment, j'ai vu combien les familles autour de chez moi étaient dévastées par cette nouvelle-là. Ma mère a pleuré toute son existence. À chaque jour, elle a pleuré sa maison du 293 Clarence. C'est triste, hein? Puis quand je vois aujourd'hui qu'elle est encore là, alors que ma mère l'a tellement pleuré, écoute, ça m'arrache le cœur. Ça doit, hein? Ça m'arrache le cœur. Vraiment, ça m'arrache le cœur. Écoute, de dire qu'elle a tout quitté pour aller dans un lieu dans lequel elle ne s'est jamais adaptée. Ça l'a vieilli, grugé par cette tristesse-là, d'avoir tout perdu ce qu'elle avait. Mon désir d'engagement, mon désir de me battre pour ce que je crois juste et bon me vient de ça. La justice sociale, pour moi, c'est quelque chose ça me définit et c'est les choses pour lesquelles je me suis toujours battue dans ma vie et pour lesquelles j'ai encore le goût de me battre. Pour moi, c'est important d'insuffler
un peu d'humanisme au sein des institutions qui nous gouvernent. Et en tant que candidate NPD dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation, c'est ce que je veux apporter, un changement dans et par l'action. J'avais le goût de changer le monde d'un individu à la fois. Puis la façon de le faire, bien, c'était de l'étudier en psychologie, c'était d'avoir une meilleure compréhension de la personne. Puis après avoir terminé mon bac en psychologie, j'ai décidé de faire une maîtrise. J'ai fait ma maîtrise et puis j'ai finalement fait un doctorat aussi. Je pense que ce qui m'avait marqué dans mon enfance, c'était de voir que j'avais bien saisi qu'il y avait comme deux groupes de personnes. Il y avait des gens comme ma mère puis ma grand-mère qui, devant un drame, se disaient « Bien, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à faire. Ils sont plus forts que nous autres. » Alors qu'il y avait les gens du Réveil de la Basse-Ville, par exemple, c'est un groupe beaucoup plus petit qui, eux, avaient le goût de se mobiliser puis de faire des choses, d'être dans l'action, par l'action, puis d'essayer de changer le cours des choses. Bien, moi, j'avais le goût d'être de ces gens-là qui s'investissaient pour changer les choses. Puis j'avais le goût, par le biais de la psychologie à cette époque-là, de comprendre, de mieux comprendre l'humain, puis de saisir les nuances et pourquoi il y avait certaines personnes qui ne réagissaient pas, alors que d'autres avaient le goût de s'investir puis qui montaient aux barricades pour aller défendre le droit des plus démunis. Ma mère, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas été une de celles qui est montée aux barricades pour défendre ce qu'on avait. Mais j'y en veux pas. Ma mère ne pouvait pas monter aux barricades. Elle n'avait pas ce qu'il fallait. Elle n'était pas équipée. C'est un peu le fardeau qu'ont dû porter les Canadiens français qui, à répétition, se faisaient dire, puis c'est devenu dans la culture populaire qu'on est tanné pour un petit pain. C'est évident que ça vient ébranler toute ta confiance, toute ton estime de toi, et ça fait en sorte bien, qu'en tant que peuple, on est maintenu dans la grande noirceur. On n'a pas pu élever nos consciences par le biais de l'éducation, puis tout ça. Donc, on a été maintenu dans cette espèce de défaitisme où on en était rendu à croire qu'effectivement, on était né pour un petit pain. La psychologie puis la politique, on a l'impression qu'il y a comme une mer de monde entre les deux. Mais en fait, moi, je pense qu'au contraire, mes études, mes années d'enseignement à l'Université d'Ottawa et l'Université de Sherbrooke, mes années de recherche en tant que chercheur ont permis de mieux m'outiller puis de forger ma personnalité de battante et de faire en sorte que j'ai aujourd'hui le goût de m'engager pour changer les choses. Je crois à la mobilisation citoyenne, je crois à l'importance de s'engager politiquement pour provoquer les changements nécessaires. Et les valeurs de justice sociale, d'inclusion, sont des valeurs qui sont propres au NPD et pour lesquelles j'ai le goût de militer. En fait, la première fois que je suis venue, c'était à l'été 79, en juillet, pour être plus précise. J'avais un nouveau copain, puis moi, je ne connaissais pas du tout la région, et il voulait me présenter à des amis qui avaient un chalet ici dans la Baie-Île. Alors, on est venu passer le week-end avec eux, et moi, je suis littéralement tombée en amour avec l'endroit, et puis tous les autres week-ends de l'été, c'est ici que je voulais me retrouver. Donc, évidemment, on s'est équipé, on s'est acheté une petite tente, une petite pop tent verte. Et puis, on venait s'installer ici tous les week-ends de l'été. En fait, on profitait de tout ce que la petite nation avait à offrir. C'était bien clair pour nous que c'était notre petit paradis, notre petit havre de paix, puis c'est ici qu'on voulait se retrouver. On s'est mariés, puis en fait, ça fait 36 ans qu'on est ensemble, qu'on forme un couple. On a fondé une famille, donc évidemment, la petite pop-tent ne répondait plus à nos besoins. La petite pop-tent s'est transformée en roulotte. À ce moment-là, on a traversé de l'autre côté du camping. On s'est installé là avec notre premier. Ensuite, on a eu notre deuxième, Véronique, notre deuxième enfant, Véronique. Et puis là, bien, manifestement, ça répondait plus tellement à nos besoins. Puis on avait réussi à accumuler un petit peu de sous
pour accomplir notre rêve qui était de s'acheter une propriété dans le coin. Mais évidemment, l'idée de se retrouver en nature, c'était ça, c'était de vivre pleinement de la nature. Et puis, quoi de mieux que d'avoir une érablière pour passer du temps en famille, puis profiter du printemps. Puis c'est une érablière où on fait tout à la main, donc comme à l'ancienne. Puis c'est un moment où, tu sais, c'est un moment de rassemblement. C'est une étape de l'année où on travaille fort physiquement, mais c'est un lieu de rassemblement pour les amis, la famille, puis on passe du bon temps. Moi, la maternité, ça m'a beaucoup apporté. La vie de famille, pour moi, c'était sacré. Je me suis beaucoup investie pour mes enfants. C'était important pour moi d'être là pour eux. Des enfants éclopés, des enfants qui ont de la difficulté dans la vie, disons que tu pars mal équipé pour affronter les défis de la vie. Donc, c'est évident que pour moi, j'étais bien consciente du rôle qui m'était confié comme maman. Et puis, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour d'être auprès d'eux aussi souvent que je pouvais l'être. C'était vraiment une priorité, là. C'était une priorité dans ma vie. Si j'avais un rêve, c'est de permettre justement aux enfants de prendre leur envol comme il faut dans la vie, de déployer leurs ailes, puis de pouvoir s'envoler. Puis ça, bien, il faut un noyau familial solide, puis il faut des conditions gagnantes au sein des familles. Et moi, ça me réconforte beaucoup de savoir que je suis au sein d'un parti qui priorise autant la famille et qui souhaite mettre en branle autant de mesures concrètes qui vont permettre de répondre aux besoins des familles d'aujourd'hui. Puis qu'il y a une vision aussi claire au niveau des besoins des familles d'aujourd'hui. Pour moi, c'est important. Oui, je l'ai été pendant plus de 10 ans. En fait, quand mes enfants étaient encore en bas âge, j'ai appris que mon père, quelqu'un qui était très important dans ma vie, venait d'être diagnostiqué avec un cancer des os, l'un des plus douloureux qui soit. Puis, à partir de ce moment-là, j'aurais le goût de te dire que ma vie ne m'a plus appartenu. Il faut pallier à l'inconfort. Il faut s'assurer de répondre aux petits besoins du quotidien. Et surtout aussi, il faut réconforter les proches. Non seulement le malade, mais aussi tous les autres membres de la famille. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Vers la fin de l'été 2006, je suis partie avec mon père pour l'hôpital général de Montréal. En fait, le médecin a décidé d'hospitaliser mon père. Et de jour en jour, les choses se sont bousculées, ce qui a fait que mon père n'est jamais sorti de l'hôpital. Et je suis revenue en décembre pour organiser ses funérailles. Pendant ces quelques mois à l'hôpital général de Montréal, moi, j'ai été à ses côtés 24 heures sur 24. Là. J'ai complètement mis tout de côté pour être là avec lui, pour l'accompagner jour après jour. Non seulement je m'identifie à Chloé, mais je l'admire énormément. Chloé a été près de Jercal pendant plus de 17 ans. Elle l'a supporté dans sa maladie. Elle lui a permis de vivre sa maladie dans la dignité, entourée de ses proches, dans ses repères à Montréal puis à l'Île-Verte. Elle a permis de faire prendre conscience aux gens qu'on ne devient pas proche aidant par choix. Hein? On devient proche aidant par amour. C'est pas quelque chose qu'on planifie, devenir proche aidant. Ça arrive comme ça, puis quand ça arrive, puis au début, quand on commence à intervenir, je pense en tout cas, c'était comme ça pour moi, là, j'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de monde aussi, on ne prend pas conscience dans quoi on est en train de s'embarquer. Je veux dire, on le fait par amour, puis on ne se pose pas de questions. La personne qu'on aime a besoin de nous, donc on est là pour elle. Mais on ne pense pas à demain, après-demain, et ainsi de suite. Donc, être proche aidant, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je pense que ce qui transparaît dans ce pan de ma vie, c'est qu'il faut toujours garder espoir. Puis, il faut toujours lutter pour ce qu'on croit juste et bon. Il faut s'investir pleinement. Et c'est ce que j'ai fait. Quand mon père a eu besoin de moi,
J'étais là à ses côtés, je me suis investie pleinement, puis je suis allée au gré des jours, au fil des jours, j'ai appris ce que j'avais à apprendre pour être capable de continuer à faire ce que je devais faire. Et je pense que c'est ça la leçon que j'en retire. Je ne regrette pas un instant de ces moments que j'ai passés aux côtés de mon père, de ce que j'ai mis de côté dans ma vie pour être là avec lui. Le simple sourire, aujourd'hui, le simple sourire sur son visage me dit que j'ai fait le bon choix. Puis tu sais, c'est ce qui me dit qu'il faut toujours garder espoir. Mon père avait espoir. Il avait espoir de vivre jusqu'au lendemain. Même à la dernière minute, il avait espoir de vivre une minute de plus. C'est de cette façon-là, quand on est dans l'action, puis qu'on décide de s'investir, puis de s'engager dans ce qu'on fait, qu'on réussit à faire du bien autour de soi, puis à faire changer le cours des choses. C'est ce que Chloé a fait dans son engagement auprès de Gilles Carle. C'est ce qui a fait qu'elle a pu amener une meilleure prise de conscience des gens du travail des proches aidants et qui a amené une plus grande dignité dans les soins qu'on doit prodiguer aux malades. Alors moi, je pense que tous les changements prennent origine dans l'investissement et dans l'engagement. Et ça, ce sont des valeurs qui sont chères au NPD. C'est seulement à la mort de mon père en 2006, en décembre 2006, que j'ai pu véritablement là, venir m'installer ici à temps plein dans notre chalet et que j'ai pu commencer à m'impliquer vraiment au sein de ma communauté. J'ai d'ailleurs siégé au sein de plusieurs conseils d'administration, par exemple l'organisme des bassins versants, la Coalition pour une navigation durable et responsable, l'Association des propriétaires, l'Association du secteur de la Baie-Grou. J'ai été membre de la table culture du CLD Papineau et j'ai aussi participé à l'organisation de plusieurs activités régionales, dont journée de réflexion sur l'avenir des églises, le Festival de la marche et ainsi de suite. C'est que ce bel oasis, au fil des ans, s'est transformé en un véritable cauchemar. Faut comprendre qu'historiquement, la Baie-Grou était reconnue pour son fond d'eau sablonneux puis ses eaux peu profondes, ce qui en faisait un lieu de prédilection pour les plaisanciers. Ils venaient en grand nombre s'ancrer avec leur bateau pour y passer la journée. C'était amusant là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc les enfants pouvaient jouer, les parents étaient debout dans l'eau et ainsi de suite. Mais d'année en année, les bateaux étaient tellement nombreux qu'à un moment donné, on s'est retrouvés prisonniers dans la baie. Donc, incapable de sortir avec notre bateau pour aller rejoindre le Grand Lac. Et à ce moment-là, ça n'avait plus de bon sens, là. Il fallait faire quelque chose. On a essayé plusieurs choses. On a fait des interventions auprès de la municipalité. On a essayé de mobiliser, de sensibiliser la population, d'informer les gens qui étaient présents du problème qu'on avait, mais en vain. Alors, à un moment donné, on n'a pas eu le choix de mieux s'organiser. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une association. J'ai mis sur pied une association du secteur. Puis, j'ai mis sur pied un comité de travail composé de plaisanciers, donc de gens qui venaient dans la Baie-Grou. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait travailler et les propriétaires et les utilisateurs du plan d'eau ensemble. Puis c'est ensemble qu'on a essayé de trouver une solution. Puis à force de négociations, parce que c'était pas toujours facile de faire respecter les droits de chacun, à un moment donné, le chenal de navigation s'est comme imposé comme étant la solution qui respectait les droits de chacun. Comme il est interdit de s'amarrer ou de s'arrêter dans un chenal de navigation et qu'on doit toujours circuler, nous, en tant que propriétaires, on a toujours la possibilité maintenant d'entrer et sortir de la baie à notre guise, même s'il y a une panoplie de bateaux. Le problème, c'est qu'avec le temps, les bateaux sont devenus de plus en plus performants, les systèmes de son sont de plus en plus bruyants et c'est sûr que quand il y a autant de monde dans une baie de cette dimension-là et qu'il y a autant de bateaux qui font la fête pour une journée avec la musique, c'est sûr que la quiétude en paie le prix.
Et souvent, le soir, au bord de l'eau, par exemple, la plage, ben, c'est jonché de détritus humains. Tu sais. C'est malheureux, mais il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation à faire, puis on continue à travailler en ce sens-là. C'est le magnifique domaine qui se trouve juste ici derrière moi. Puis en fait, ce domaine-là est là depuis les années 30. Là. Alors, il fait partie du décor. C'est un repère identitaire important pour le Lac-Simon. Moi, je me suis mariée là. Il y avait des cérémonies religieuses qui étaient célébrées là. Les gens ici du lac allaient à la messe là, le dimanche. Donc, c'était un repère identitaire fort pour la population de Lac-Simon. Et puis, un bon jour, on a eu vent du fait qu'un important projet de développement avait été déposé à la municipalité de Lac-Simon. On s'est rendu compte qu'il allait entraîner possiblement la destruction, la démolition des bâtiments patrimoniaux. Là, alors là, on s'est dit, ben voyons, c'est impossible. J'ai fait quelques appels, puis je me suis rendu compte que effectivement, c'est pas parce que le site est reconnu comme étant un patrimoine d'exception, ni le fait qu'il est inscrit au registre du patrimoine québécois, ça ne veut pas dire que le site est protégé. Alors, j'ai dit, mais il faut faire quoi pour le protéger? Pourquoi il n'est pas protégé? On me dit, bien, parce qu'il faut le demander. Alors, j'ai dit, bon, qui peut le demander? On me dit, bien, n'importe qui. J'ai fait, je pense, ce qu'il fallait faire, c'est d'abord consulter la population. Donc, j'ai lancé une pétition pour avoir le pouls de la population, pour savoir exactement est-ce que les gens d'ici tenaient à protéger ce lieu-là. Et écoute, à la fin de la journée, j'avais déjà dépassé l'objectif que je voulais atteindre dans une semaine. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai formé un regroupement de citoyens qui étaient prêts à s'engager, à s'impliquer pour travailler à la reconnaissance de protection du site. La bataille que je mène, elle est beaucoup plus grande que simplement pour le domaine des Pères. Je pense que c'est une bataille pour l'ensemble de notre patrimoine bâti et naturel à travers le Québec. C'est vraiment une situation où il faut amener nos instances gouvernementales à prendre conscience que un patrimoine qui disparaît est à jamais disparu. Puis tu ne peux pas évaluer le résultat ou l'échec de ton engagement ou de ton implication avec le résultat. Parce qu'il y a beaucoup d'impacts latéraux ou collatéraux qui ne sont pas mesurés. Puis l'important, c'est de dire, peut-être que je ne réussirai pas à sauver le domaine des Pères, mais j'aurai amené une prise de conscience. Et si cette prise de conscience-là peut permettre à d'autres sites d'être sauvés, ce sera ça de gagner. Et encore une fois, je pense que c'est ce qui définit si bien le NPD. Avec sa défense de la justice sociale, de l'équité, de l'inclusion, des valeurs qui sont chères au NPD et qui sont chères à moi, qui font partie de mon ADN. Et c'est pour ça que j'ai le goût de m'impliquer et c'est pour ça que j'ai le goût de faire de la politique active. De mon enfance à aujourd'hui, de cette longue lutte pour préserver ma culture, ma langue, mon identité et bien sûr mes racines autochtones, de par ma situation de proche aidante et de protectrice de l'environnement et du patrimoine, je suis plus que jamais habitée par l'espoir. Et j'ai la ferme conviction qu'il est possible de changer le monde et de le rendre meilleur. Depuis l'automne dernier, je sillonne la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation à tous les jours. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous et j'ai discuté avec vous. Vous m'avez parlé de vos aspirations, de vos projets, de vos réalisations, de vos espoirs et de vos rêves aussi. J'ai vu votre désir de changement. J'ai surtout vu tout ce que vous êtes prêts à faire dans vos communautés respectives pour avoir une meilleure vie. Votre implication, votre énergie et votre amour pour ce beau coin de pays me disent qu'il est possible de bâtir un monde plus juste, plus solidaire et plus généreux. Au cours de ces rencontres, vous avez été nombreux à me parler de vos préoccupations face à l'environnement et au changement climatique. Vous m'avez parlé du manque d'emploi et de la perte de qualité de vie pour les familles et les aînés. Vous m'avez parlé de l'importance de la santé et de l'éducation. Plusieurs m'ont fait part de leurs inquiétudes à l'égard de cette économie qui laisse de plus en plus d'entre nous exclus de la richesse collective. Je vous ai entendu et je vous dis qu'ensemble, nous pouvons faire une différence maintenant et pour notre avenir.
Nous avons l'avantage de vivre dans l'une des plus belles régions du Québec. Nos paysages sont bucoliques, nos terres sont vastes et fertiles. Nos forêts, nos lacs et nos montagnes abritent une flore et une faune diversifiées et riches. Nos populations sont innovatrices et créatives. Nos villages ont une magnifique histoire à raconter. Et nos entrepreneurs sont engagés, déterminés et persévérants. Soyons fiers de notre région, de notre héritage, de nous. Croyons au grand potentiel de développement d'Argenteuil-la-Petite-Nation. Nous méritons mieux, je le sais, et nous avons toutes les raisons d'aspirer à mieux. Dans Argenteuil-la-Petite-Nation, je suis là pour nous. Travaillons ensemble pour amener le changement afin qu'un nouveau jour se lève. Nous allons le faire. Le gouvernement NPD va le faire.